Actu 60. En principe, nous aurons 3 invités sur le plateau. Jusque-là, un est sur place. Nous commençons avec lui. Il s'agit d'Ernest Kandiama de Lessidé, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les Congolais. On est là. Et voilà, quel est le rôle de l'armée congolaise pendant que les Wazalendo attaquent le M23? La question se pose maintenant, comment est devenu, qu'est-ce que est devenu l'armée congolaise? Est-ce que les Wazalendo font partie d'office de l'armée congolaise? Qui est derrière ces derniers? Qui leur recharge les ressources, les armes lourdes? Mesdames et messieurs, le second sujet, c'est par rapport à ce qui se passe au sein de l'église de Réveil. Dodo Kamba a été destitué, aujourd'hui remplacé par le pasteur Guy Olangui. Malheureusement, Dodo Kamba s'y oppose contre cette nomination. Selon lui, il reste et demeure le représentant légal de l'église du Réveil au Congo. À qui profite ce désordre? Qui est derrière ce désordre? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ernest, nous commençons avec vous. Avant tout, quelle est l'actualité qui a marqué votre semaine, hormis nos 2 sujets? C'est l'insécurité dans ma commune. Bon, ça ne va pas, jusque-là, ça ne va pas. En tout cas, l'insécurité à Kisenso, on ne sait plus à quel degré il faut les comparer. Ce qui est regrettable, c'est ce que je dénonce ici aussi, c'est la complicité. La complicité que nous vivons entre les policiers, entre la police et les Koulouna. Voilà. Et quand vous êtes dehors, vers 1h, 2h du matin, vous verrez les policiers accompagner les Koulouna dans leur, je dirais, entreprise criminelle. Je vous dis sincèrement, les Koulouna sont accompagnés, agissent en complicité avec la police à Kisenso. Et nous demandons à l'inspection générale de la police, je ne sais pas les termes qu'il faut utiliser, de placer, mais de miter les unités de police qui opèrent à Kisenso, qu'on puisse les remplacer par d'autres. En tout cas, ça ne va pas. Nous avons des preuves qu'il y a une complicité. C'est quelle unité qui est là-bas? C'est la police nationale congolaise qui est censée, au lieu de coopérer avec la population pour mettre fin à cette entreprise criminelle, la police préfère coopérer avec les criminels pour mettre la population mal à l'aise. Voilà. Donc ça dérange vraiment. La population de Kisenso m'a mandaté de dénoncer cette pratique qui ne cadre pas avec le rôle de la police. Voilà. Et voilà. Passons directement à notre sujet. Quel est le rôle de l'armée congolaise pendant que les Wazalendo attaquent les M23? Qu'est-ce qui se passe? L'armée congolaise a déserté, n'est plus en fonction. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus rien. Voilà, madame, j'ose croire que les pouvoirs de Kinshasa entretiennent un flou par rapport à la question de l'Est. Parce que vous êtes sans ignorer que l'Est aujourd'hui, c'est une zone militarisée. Parce qu'à part la MONUSCO, vous avez les forces de l'EAC, la force régionale de l'EAC, vous avez la force de mutualisation, où nous avons l'armée congolaise avec l'armée burundaise, et d'un autre côté, il y a les Ougandais. Bon. Et puis nous avons l'état de siège dans ces 2 provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. Alors moi, je comprends très mal dans une zone aussi militarisée comme je venais de le décrire, qu'un groupe armé puisse opérer facilement. Parce que les Wazalendo, c'est un groupe armé. C'est un groupe armé puisse opérer facilement comme ça, sans pour autant avoir le soutien de ceux qui contrôlent cette zone-là. Entre autres, le gouvernement de Kinshasa, les FARDC, avec ses partenaires militaires que je viens de citer. Donc, le pouvoir de Kinshasa connaît quelque chose sur les Wazalendo. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, moi, je suis légaliste, comme je l'ai toujours dit. À l'article 190 de notre Constitution, il est strictement interdit à un Congolais ou un groupe de Congolais de mettre en place une milice privée, militaire, qui puisse opérer sur le sol congolais, ou bien appuyer une milice privée. Alors moi, je ne comprends pas comment est-ce que les Wazalendo sont alimentés avec, aujourd'hui on parle des armes lourdes, mais dans cette zone qui est militarisée et puis contrôlée par les FARDC et nos partenaires. Donc, en tout cas, il y a un flou que le pouvoir de Kinshasa doit expliquer à la population. Si les Congolais veulent aider la nation, défendre la nation, conformément à l'article 63, il faut intégrer les forces armées de la République
qui sont légales pour défendre la nation. Mais créer un groupe armé comme Wazalendo et puis prétendre défendre la nation, moi je ne suis pas pour ça. Mais l'acte patriotique que ces patriotes posent pour défendre la nation, moi je ne peux que les soutenir, mais il faut que ça soit dans la légalité, cadré, donc derrière les forces armées ou intégrer directement les forces armées. Voilà. J'aimerais un peu savoir, aujourd'hui, hier, les Wazalendo ont été tirés à balles réelles par les gardes républicaines, les Banamura, là-bas à l'est. Oui, à Goma. Tout d'un coup, il y a eu un changement brusque. Les mêmes Wazalendo, malgré ce qui s'était passé, ils se sont permis quand même de défendre la patrie. Et aujourd'hui, nous entendons les soutiens venant de part et d'autre, précisément des décideurs. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous analysez cette situation? Bon, il y a un autre côté du problème que je peux vous annoncer ici. J'ai doute fort. Ce que je crains, est que les Wazalendo tombent dans le piège du régime. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le partenariat entre M. Félix Tshisekedi et Kagame n'est pas fini. Ils sont toujours en partenariat. Ils font semblant d'être en conflit pour distraire la population, et puis sacrifier l'Est. Alors, les Wazalendo ont été tirés à balles réelles à Goma par les pouvoirs en place, par la garde républicaine, comme vous venez de le dire. Mais nous voyons les Wazalendo au front, à la ligne de front, et bénéficier d'un soutien militaire. Jusque-là, celui qui les soutient se cache, c'est un héros dans l'ombre. Mais ce que je crains, c'est quoi? Si ce n'est pas un jeu, que ce soit un jeu du pouvoir de Kinshasa, de les sacrifier. On ne sait pas les éliminer tous à Goma parce qu'ils font obstacle à la balkanisation telle que convenue entre Kinshasa et Kigali, mais il faut les sacrifier à la ligne de front. C'est-à-dire on les trompe, que nous allons vous soutenir, aller au front. Et une fois au front, c'est ce que nous avons comme nouvelle actuellement, on peut livrer leur position à l'ennemi. Et ils vont mourir devant le feu de l'ennemi du M23. Et là, le pouvoir de Kinshasa dira, ce n'est pas lui qui a éliminé les Wazalendo. Voilà un autre piège que moi je crains, que ces compatriotes puissent tomber sans pour autant réfléchir deux fois. Au-delà de ça, s'il est un jeu pacifié, ces compatriotes, s'ils sont soutenus réellement par le pouvoir de Kinshasa, vont présenter aussi leurs revendications. Est-ce qu'ils vont revenir à la vie civile ou bien ils seront intégrés dans l'armée? Parce que j'ai suivi l'autre fois un de leurs commandants qui s'est déclaré déjà général. C'est le même film qui revient avec les M23, avec les CNDP, ainsi de suite. Où vous avez des gens, un bon matin, qui ont des soutiens, c'est pas moi, de nos voisins ou bien de Kinshasa, ils prennent les armes et puis ils se présentent lors de l'intégration, le brassage, ainsi de suite, avec des galons que vous devez respecter. Alors, vous allez laisser un tel problème à celui qui viendra après et qui vous dira que ce sont des accords signés par Tshisekedi, comme aujourd'hui on nous dit que ce sont des accords qui avaient été signés par Kabila. Donc, traiter un problème par un problème, c'est créer un cercle vicieux et là on n'avance pas. Alors, au niveau de l'opposition, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à cette situation? Nous pensons... Vous êtes toujours branchés, braqués, les yeux sont braqués seulement aux élections et non à cette question des Wazalendo. Parce que, s'il faut le dire quelque part aussi, c'est vrai, ils défendent la patrie, mais c'est aussi un danger en devenir. C'est ce que j'ai dit, parce que à la fin des opérations, que vont-ils devenir? Et vous savez qu'il n'est pas souhaitable qu'on laisse quelqu'un qui aille à manipuler les armes, à manier les armes, regagner la vie civile s'il n'a pas 50 à 60 ans, parce qu'on sait qu'il est encore fort. Je ne sais pas s'ils vont rejoindre ce qu'on appelle, c'est pas moi, brigade des réservistes, ainsi de suite. Mais il n'y a pas un soutien officiel, de la République, il n'y a pas un document, il n'y a pas une autorisation au sein du Parlement de soutenir ces groupes armés et pour dire qu'à la fin, voilà ce qu'on les réserve comme récompense, bien qu'ils soient congolais, mais ce n'est pas tout congolais qui est Wazalendo. Et au moins, ce sont, que dirais-je, ils se sont, je dirais, pas spécialisés, mais ils ont, les mots m'échappent. Donc, ils sont allés au-delà. Cette bravoure leur donne une spécialité par rapport aux autres Congolais, de défendre la nation et puis d'attaquer l'ennemi.
Mais quel est leur sort après, à la fin de ces opérations-là? Ils vont revenir à la vie civile, ils vont intégrer les forces armées, ils vont suivre une formation spéciale pour devenir réellement militaires. Rien n'a été prévu. Et c'est le même cycle vicieux qui continue et on ne sait pas mettre fin à cela. Au niveau de l'AMUCA, pour répondre à votre question, nous avons un programme de gouvernance. Une fois les CID au pouvoir, une fois le président Martin Fayulu récupère son intérim en 2024. Nous avons... Mais vous n'êtes pas encore au pouvoir présentement. Oui, présentement, nous pensons... Oui, le futur se prépare, c'est ce que j'ai dit. Immédiatement, nous dénonçons et nous proposons ce qui devait être fait. Ici, je suis légaliste, je parle des lois de la République qui devaient être, que dirais-je, respectées et appliquées. Les rôles de défendre la nation, il y a des services appropriés que nous appelons les forces armées, la police, les services de renseignement, l'immigration. Il y a tous ces services-là à qui on a remis, à chacun on a remis un rôle approprié pour aider la République, pour aider les Congolais. Alors, le FARDC ne se font plus voir au front. La raison, c'est quoi? Les AC, là, ils ont créé une zone tampon, on ne sait pas avancer. C'est bien bon, mais avant que les AC arrivent, pendant que les M23 occupaient le terrain, qu'est-ce que les FARDC faisaient? C'était seulement reculer. Et là, on ne comprenait jamais comment est-ce que nos forces armées ne faisaient que céder du terrain à l'ennemi. Comme raison, on avançait quoi? Non, c'est un repli stratégique. C'est un repli stratégique qui n'a jamais été converti à une offensive pour récupérer les territoires occupés par l'ennemi. Et on attend l'EAC arriver pour créer une zone tampon. Donc cette zone tampon, pour nous, c'est vraiment confirmer la balkanisation. Parce que nous ne savons pas, au-delà de cette zone tampon, que font nos ennemis. On ne sait pas. Ils ont une administration, ils ont mis une administration parallèle par rapport à ce qui était là, qui a été chassé. Vous voyez, qui occupe le village que les Congolais ont abandonné, fouillant les M23? Est-ce que ceux-là seront considérés Congolais, ou bien un jour on dira non, ce sont des populations rwandaises qui ont occupé les territoires pendant que les M23 arrivaient? On ne sait pas. Parce que les M23 arrivent, chassent les populations congolaises. Mais ceux qui sont là maintenant, ils sont Congolais ou bien ils sont nos voisins rwandais? C'est ça la grande question. Alors, qu'est-ce qui arrive? On ne sait pas ce qui va se passer. Ça donne un grand travail à ceux qui vont remplacer ces régimes pour pacifier l'Est et identifier qui est Congolais et qui ne l'est pas. Voilà. Et voilà. Je reviendrai à vous. Les temps pour moi de recevoir Henri Similar Kanda. Il est coordonnateur d'une ASBEL alliée au FCC. Je dis bonsoir Henri. Bonsoir madame, ravi d'être là. On s'excuse un peu. Il y a eu un peu ce qu'on appelle les embouts, les embouteillages liés vraiment à tout ça. Et je vous remercie beaucoup. Et voilà, entrons directement dans le sujet. Quel est le rôle de l'armée congolaise aujourd'hui? Bon, madame, ce qu'il faut comprendre d'abord, l'armée congolaise subit plusieurs contradictions liées au fonctionnement du régime actuel. Et l'armée congolaise subit en fait plusieurs et victime en fait de la politique qui est en train d'être menée présentement en matière sécuritaire. Cela veut dire quoi? Vous-même, vous savez, à un moment donné, il y a eu beaucoup des insultes de telle manière en disant que l'armée est infiltrée. Or, on connaît que la plupart des armées à travers le monde sont toujours, d'une manière, connaissent un peu ce type de pratique. Si vous voyez Ibrahim Traoré dans son pays, vous verrez, on vous dit des fois qu'on trouve des uniformes de l'armée entre les mains de certains diplomates. Pour vous dire que les armées de tout le monde, vu que la force d'un État, c'est l'armée, mais alors l'armée souvent peut être victime de plusieurs actes. C'est pourquoi dans l'armée, on a ce qu'on appelle les services d'espionnage, de contre-espionnage, tous ces services-là. Mais présentement, concernant la question de l'Est, la problématique de notre armée est en fait la politique gouvernementale qu'on est en train de mener. J'entends dire que les gens disent que
ce qui s'est passé à l'est du pays est que les Ouazalendou sont en train de gagner, ou soit on a pris l'unité spéciale, on les a fait habiller dans le format, hein? On a pris des jeunes l'unité spéciale, les jeunes qui ont été formés il n'y a pas longtemps. Hein? On les a pris, on les a habillés sous ces formats-là. C'est ainsi qu'ils sont en train de réussir ces exploits-là. Mais il faut s'étonner aussi. Mais pourquoi seulement à l'approche des élections, on arrive à voir cette action-là? Est-ce que ce n'est pas une campagne? Est-ce que ce n'est pas des actes de propagande? Est-ce que ce sont des actes réels? Pourquoi? Parce que la sécurité nationale doit être amenée et entreprise par l'armée congolaise. Lorsque nous avons des armes, on dit non, on a doté, ce sont des jeunes qu'on a dotés, c'est l'armée le régime qui est en train de doter un peu les Ouazalendou, c'est eux qui sont derrière les Ouazalendou, on les appelle Ouazalendou. Mais on oublie qu'il y a un mouvement insurrectionnel qui est né juste après, avec le nouveau M23 qui est à l'Est, qu'on appelle APLCS. Ce mouvement Ouazalendou, et qu'on est en train d'appeler Ouazalendou, c'est un groupe qui lutte contre le M23, mais vu que c'est un groupe dont on ne peut pas faire confiance. Mais comment on peut arriver à donner des armes à ces gens-là? À donner le moyen logistique? Et au lieu de traiter avec l'armée. On dit non, les Blancs refusent, les Occidentaux refusent que notre armée soit là. Mais pourquoi ne pas agir, avoir une politique ouverte? Sous Kabila, on avait une politique ouverte, d'offensive contre le M23. Mais pourquoi on n'arrive pas à appliquer ça maintenant? Est-ce que nous ne voyons pas que l'histoire risque de se répéter avec le CNDP? Il y a eu l'intégration dans l'armée. Aujourd'hui, nous risquerons parce qu'il n'y a rien pour rien. Est-ce que les Ouazalendou, tels qu'ils sont là, en train de défendre la patrie, attendez, laisse-moi parler. Pendant que la RDC est en train de chouer, mais les Ouazalendou sont en train de battre les M23 à plate couture, est-ce que demain ou après-demain, ce dernier ne vont-ils pas revendiquer un gain de cause? Ils vont revendiquer. Qui pourra coûter encore à la République. Parce que le problème maintenant, les États-Unis ont fait des rapports qui s'inquiétaient sur les financements de certaines entités on appelle les FDLR. Les États-Unis ont fait ces rapports. Et les États-Unis ont critiqué le fait que ces gens-là avaient des armes. Mais maintenant, hein, aujourd'hui, la preuve est claire maintenant. Quand on dit les Ouazalendou, c'est le gouvernement qui agit. Donc la preuve maintenant est que le gouvernement maintenant finance les groupes d'autodéfense que le Rwanda appelle le FDLR, que les États-Unis appellent le FDLR. La mauvaise politique qu'on est en train d'entreprendre, la conséquence c'est quoi? Nous risquons des sanctions. Nous risquons d'aller dans un régime de l'embargo dont le régime passé a fourni des efforts. Parce que les autres ont trouvé que le régime a fourni des efforts pour qu'on quitte l'embargo. Ils n'ont pas compris le leitmotiv de cet embargo et ils veulent nous ramener dans l'embargo. Parce que cette histoire-là de financer les groupes dont ils veulent appeler absolument Ouazalendou, pour nous distraire aussi de ce qui s'est passé à l'Est, le carnage de Ouazalendou. Vous vous rappelez? C'est pourquoi vous verrez que la plupart qui appellent les APLC Ouazalendou sont des journalistes de Kinshasa, qu'ils font en insistance. Oh, Ouazalendou veut dire souverainiste, Ouazalendou veut dire originaire, Ouazalendou veut dire patriote. Mais pourquoi les appeler avec insistance? C'est ça l'inquiétude, la question à se poser. On les appelle même les Ouazachou. On les appelle avec insistance les Ouazalendou. Pour dire qu'on veut tout simplement détourner l'intention du peuple, on veut tout simplement déformer l'opinion concernant les carnages qu'il y a eu. Parce que la thèse officielle voulait que les carnages qu'il y a eu à Goma, c'était un carnage lié au fait que l'église Ouazalendou était armée. Alors il fallait faire passer cette thèse-là en disant que ce sont les mêmes là qu'on a tués, et ce sont les mêmes là maintenant qui prennent les armes, qui chassent avec l'aide du régime. Ça paraît fou. Ça paraît fou. Donc là maintenant ça justifie le procès portant sur fusillade. Or le procès devait porter sur les carnages.
Les procès actuels qu'on a fait devaient porter sur carnage. Lorsque ça devait porter sur carnage, on devait se poser la question d'abord, la première question, pourquoi les GIE sont allés intervenir dans une manifestation où la police devait aller et pourquoi il y a eu carnage. Donc, ça devait aller normalement plus loin. On devait avoir les responsabilités, devaient être plus larges que dire que c'était des armes. Donc c'est ça en fait une certaine politique pour pouvoir se discipliner. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir maintenant, est-ce que notre pays devra continuer toujours sur cette logique de pouvoir dire que nous ne pouvons pas utiliser l'armée, nous devons utiliser les groupes à part, et que l'armée doit venir. C'est mieux d'utiliser officiellement l'armée parce que ça nous épargne des sanctions, ça nous épargne de mauvaises interprétations et ça nous épargne des dérapages. Parce que les armes qu'on est en train de donner à ces soi-disant mouvements qui luttent, qu'on appelle maintenant Wazalendo, est-ce que ces armes-là seront récupérées? Vous savez combien le régime de Kabila a souffert pour pacifier les Kivu en récupérant les armes? Il y a eu le programme PAREC avec Ngoï Mulunda, qui était allé à Goma, qui a pour récupérer les armes. 100 $ une arme. 100 $ une arme. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont donné. Mais maintenant, les armes qu'on est en train d'injecter, est-ce qu'ils seront capables de les récupérer? Merci. C'est ça le danger. Nous sommes face à un chaos immédiat et un chaos à venir. Et voilà, entrons au second sujet. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'église de Réveil, Dodo Kamba dit non, il reste et demeure le président de l'église de Réveil. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe au sein de l'église Corps du Christ? C'est vrai, ce sont des politiques, ils ne sont pas les hommes d'église, mais du moins, c'est une institution qui a trait à la politique aussi. Je commence avec Henri Similard. Henri Similard, comment vous analysez cette question au sein de l'église de Réveil? Bon, la problématique de cette structure, d'abord, elle souffre d'un manque de personnalité d'abord. L'église de Réveil souffre d'un manque de personnalité, d'un problème, d'un dysfonctionnement majeur à son sein. Elle souffre aussi du besoin du régime de vouloir à chaque fois prendre cette structure ecclésiastique comme outil politique. C'est en fait ça qui engendre en fait ces désordres internes qu'on sent au sein de cette corporation ecclésiastique. Alors maintenant, comment faire pour apporter des solutions à tout cela? Comment faire pour améliorer ce fonctionnement? Eh bien, c'est tout simplement une structure qui doit être revue complètement. Parce que tout simplement, les hommes de Dieu ne sont plus les hommes de Dieu. Ce sont des hommes qui vivent des poches des politiciens. Donc, qui veut dire tout simplement qu'ils sont facilement manipulables. Vous-même, vous savez que les cartes politiques, même en ce moment, sont en train de se redessiner. Je pense que ça fait partie aussi d'une repaysage, d'une manière de faire une nouvelle configuration sociopolitique dans notre pays, parce que les choses vraiment doivent changer. Et Dodo Kamba a pris le pouvoir de manière la plus dictatoriale qu'on peut dire. C'était pratiquement un putsch contre des pasteurs Sony qui a préféré garder le silence parce que tout simplement les critériums pour les critériums ou la procédure pouvant aller amener à un changement n'avaient pas été respectés. Et Dodo Kamba par après subit la même chose et Dodo Kamba avait seulement la force d'avoir été reconnu par le ministre de l'Intérieur. C'est ce qui avait fait la force de Dodo Kamba. C'est pourquoi vous verrez que même cette structure est restée plus une coquille vide. La plupart des églises se sont refroidies par rapport à l'église du Christ. Et ça a fait naître encore d'autres petits regroupements ecclésiastiques en multiples. Et tout cela fragilise en fait. Je pense que l'église des réveils n'est plus adaptée à la donne sociopolitique. Est-ce que, attendez, parce qu'il y a au moins plusieurs questions qui nous tournent dans la tête. L'église de réveil aujourd'hui a un problème. Dodo Kamba est le président, était le président de l'église de réveil. Dodo Kamba est parmi ceux qui ont soutenu Kadiba. Ouais. Dodo Kamba
et ses pairs, il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'odeur de sainteté entre lui et ses pairs. Il n'y a jamais eu de sainteté. Alors aujourd'hui, mais du même sens, il y a eu, il est en odeur de sainteté avec le pouvoir en place. Oui. Est-ce que l'investiture du pasteur Guy Olangui ne serait pas boycottée? Bon, si Dodo Kamba, comme Dodo Kamba, on sait qu'il a beaucoup de liens avec les régimes en place. Et cela va lui profiter pour continuer à se revendiquer comme étant légitime, tout en sachant qu'il est illégitime de par le parcours qui lui a permis d'arriver là-bas. Alors, c'est une crise en fait qui va naître en plus, parce qu'il y a une nouvelle crise qui va encore fragiliser en fait cette structure. Je pense que les hommes de Dieu doivent arrêter avec cette façon de pouvoir... vouloir vivre pour l'argent. Il y en a des dont quand on les voit on sent qu'ils ont pété les plombs parce que tout simplement c'est pour l'argent qu'ils font tout ça. Le Congo a besoin d'être reconstruit spirituellement, à tel point aujourd'hui on en arrive à des questions majeures qu'on doit se poser sur l'opportunité de l'évangile actuel qu'on nous prêche parce que les hommes de Dieu ne la vivent même pas. Est-ce que cet évangile ici est l'évangile correspondant aux besoins sociaux politique de la population? Est-ce que cet évangile qu'on nous prêche, est-ce que c'est celle-là qui est celle dont le peuple Dieu a voulu pour le peuple congolais? Il y a des questions à se poser. Par exemple, la Bible, lorsque vous voyez dans sa composition, la Bible retrace l'histoire socio-politique des Juifs. Et les méchants qui sont dedans, vous verrez, les méchants, ce sont les pharisiens. Et ce qu'on appelait pharisiens, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui arabes. Alors, si aujourd'hui, on vous demandait à vous, même à lui, de nous écrire la Bible en fonction de ce que nous vivons, Israéliens, Palestiniens, Arabes et Juifs, est-ce que les Juifs seront des anges tels qu'ils sont dans la Bible? Je pense qu'ils seront des méchants. Et des grands méchants loups. Alors, maintenant... il y a des questions majeures. Et par contre, si vous voyez les autres États qui arrivent à être indépendants, comme Ibrahim Traoré, vous allez voir Assimi Goïta, tous ces pays-là, vous verrez que ce sont des pays musulmans. Mais les pays chrétiens, nous sommes dans une forme de soumission, de colonialisme spirituel qui nous bloque en fait notre mental. Parce que tout simplement, le christianisme, de par sa définition, est une structure pour corrompue. Merci. Le christianisme est corrompu. Je termine, madame, une minute en disant que l'islam en soi, l'islam, si vous lisez l'islam en fait, c'est l'inspiration qu'un homme a reçu un message de Dieu, qui est le prophète Mohammed, et il a écrit. C'est pourquoi vous verrez que les angles d'approche de l'islam et du christianisme dans la vie des hommes sont différents. Parce que la Bible, c'est l'histoire du peuple juif qu'on veut nous imposer. Mais l'islam, c'est le message de Dieu qui y a été envoyé, en fait, pour son peuple. Alors maintenant, entre tout ça, je commence sincèrement à me poser des questions sur notre existence, notre façon de vivre en tant qu'homme. Parce qu'aujourd'hui, le kimbanguisme, tel que Simon Kimbangu l'avait conçu, c'était en fait l'une des solutions à pouvoir avoir une indépendance spirituelle. Mais avec les églises de réveil, avec les Dodo Kamba, qu'est-ce qu'on aura? C'est seulement les matolos, aller chez béton pour avoir un peu du béton, aller chez donc tout ça, ce n'est pas ce que nous attendons des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu, nous attendons un apport constructif. Mais avec le christianisme dans son format actuel, il est difficile d'arriver avec cet apport de développement, cette contribution magistrale dont le peuple attend des églises de réveil. Merci. RDC 11e. L'église de réveil souffre actuellement à sa tête. Il y a une question de leadership, il y a un conflit. Albert Kankenza, Sonika Futa, Mukuna ont signé et autres pères de l'église de réveil ont signé sur la destitution de Dodo Kamba. Mais nous constatons aussi que les politiques sont derrière ça. Merci madame pour la parole. Je ne compte pas revenir sur les propos de mon co-débatteur parce qu'il a parlé de l'illégalité sur laquelle Dodo Kamba a utilisé pour arriver
au sommet de l'église du Christ au Congo, pas l'église du Réveil au Congo, ERC. Et ce qui est grave, à cette époque-là, j'avais entendu un des anciens présidents de l'église des Réveils, qui est de l'espace Kassai, dire à Sonny Kafuta que c'était un fils de l'espace Kassai qui était au pouvoir et que les ressortissants de l'espace Kassai devaient régner partout. Alors que le monsieur est de l'espace Kassai, mais il fut président de l'église des Réveils au Congo à l'époque où le sénateur Avi Kabila était président de la République de l'espace Katanga. Je crois que c'est Albert Kakenza si je ne me trompe pas. Non, c'était Sonny Kafuta. C'est Sonny Kafuta qui a remplacé Kakenza. Oui, mais Kakenza aussi était président de l'église des Réveils pendant que Kabila était au pouvoir. Le tout premier. Oui, premier. Donc vous voyez quelqu'un au pouvoir à l'église du Kassaïen, mais c'est un Katangé qui est au pouvoir. Mais quand c'est un Kassaïen qui arrive au pouvoir... Non, Kakenza est du Maniema. Kakenza est du Maniema. Merci. Mais Albert Kakenza est du Maniema. Avec le président Kabila. Oui, Kakenza est du Maniema. Oui, mais il présente cela comme... Et Sonny est de la province orientale. Ok. Donc comprenez un peu avec le régime passé, ils n'ont pas voulu que quelqu'un du Katanga soit... ou quelqu'un d'un espace... Ou de l'espace Katanga. Mais c'est ce qui est arrivé. Ça m'avait beaucoup dérangé. Pourquoi? Parce que avec l'arrivée de Dodo Kamba à la tête de l'église du Réveil, vous avez le tribalisme, le séparatisme, le clientélisme qui jouent maintenant. Et une deuxième remarque, ce qui est regrettable pour l'église de Réveil, c'est qu'elle est maintenant à côté de la plaque. Parce que quel est le rôle de l'église? L'église a un rôle d'abord spirituel, a un rôle moral, et puis a un rôle aussi social. Parce qu'on ne sait pas seulement prêcher les bandits, mais à l'église, vous êtes bénis, alors qu'on ne sait pas pousser les politiques à créer des emplois pour ces bandits-là, parce qu'on sait que l'homme sera béni par le fruit de son travail. Alors, quelqu'un qui est chômeur, qui reste 4 heures, 5 heures, 10 heures à l'église, on lui dit « Vanda Kimia Nzamba Ebi », il reste chômeur durant toute sa vie, et puis on lui dit qu'il est béni. Je ne sais pas. Donc l'église doit essayer d'être à la fois spirituelle, morale, parce que la moralité, c'est aussi avec nos pères de l'église, et puis sociale. C'est pourquoi vous avez même d'autres confessions religieuses qui entrent en contradiction avec le pouvoir en place, parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire les besoins sociaux de la population. Et là, on dit non, ils n'aiment pas un tel parce qu'ils n'aiment... Non, c'est dans la philosophie de l'Église. On doit s'occuper aussi du social. Nous avons vu aussi Christ dire à ses disciples, occupez-vous de la foule. Avant le miracle de 7 pains, je ne sais pas, 5 poissons, quelque chose comme ça. Donc, après l'évangile, nous devons s'occuper du social, de la vie physique de ceux à qui il avait prêché la bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment une église qui mérite une réforme, comme disait mon co-débatteur. Et puis, on doit aussi cesser avec cette histoire des églises personnelles. Ouais, c'est ce qui tue l'église des Réveils. C'est une association des églises personnelles. Oui. Oui. Regardez dans ces églises, le père décède, c'est la maman qui remplace, bien c'est le fils aîné, ainsi de suite. Ce sont des églises de famille. Donc on doit cesser avec cela. Vous avez église des Réveils au Congo, mais à l'intérieur, ce sont des églises de famille. Ouais. Même lorsqu'on on met des cotisations pour acheter une parcelle, mais les noms sur les livrets parcellaires, c'est le nom du pasteur. Ce n'est pas... Moi, j'aime bien les églises où les noms... dans le livret parcellaire sont les noms de leur communauté. Là, ce n'est pas une église familiale. Donc, on doit quitter aussi ces niveaux. Parce que ces gens-là, bon, maintenant, c'est un conglomérat de tous ceux qui ont leurs églises personnelles. Et puis, ils sont là. Et quand on voit... ça verrait que c'est le pasteur qui avait déboursé son argent pour acheter la parcelle de l'église. Ce n'est que normal. Débourser pour acheter. Vous avez acheté pour Dieu, pas pour vous. Si réellement, les côtés spirituels priment, je ne vois pas pourquoi vous devez mettre votre nom. Pourquoi vous devez préparer votre fils aîné pour remplacer? Admettons si Christ avait laissé un fils pour le remplacer à l'église. Quelle serait la place de Paul et des autres? Et de Pierre? Ils seraient en haut. Alors, je ne refuse pas qu'un enfant, mais que ce soit un appel de Dieu.
Et ce qui est difficile, parce qu'il y a deux autres supérieurs à qui on impute toutes les fautes du monde. Soit c'est Dieu qui m'a parlé, soit c'est le diable qui m'a induit à l'erreur. Parce qu'on sait que ces deux-là ne peuvent pas se défendre. C'est comme ça l'être humain. C'est ça. Donc si c'est dans les bons, on veut créer une église, ou bien on a une profession, on dit c'est Dieu qui m'a parlé. Lorsqu'on tombe, au lieu de se condamner, on dit c'est le diable qui m'a induit en erreur. Mais toi, pourquoi tu as laissé le diable t'induire en erreur? Là, on ne se pose pas des questions. Donc, nos pères spirituels de l'église du Réveil au Congo font une honte nationale. C'est une honte nationale. Et ceux qui ont amené Dodo Kamba au perchoir, et ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui décident de son départ. Mais pourquoi ils avaient accepté la corruption pour amener Dodo Kamba là-bas et soutenir Kadima? Ce sont vous les politiques qui sont à la base du désordre en question, vous ne voyez pas. J'ose croire que... Il y a la main noire derrière ça. Oui, moi je ne refuse pas. Les politiques, oui, mais rien ne prouve que ces politiques est spirituel dans les bons. Mais vous qui avez les cachets, cette casquette-là, d'homme de Dieu, comprenez pas? Ils se vantent d'être hommes de Dieu, mais ils doivent être rien que du côté positif. Ils ont la nature humaine aussi, mais il faut que le positif prime plus que pèse plus que le négatif. Alors là, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse parce que la parole de Dieu nous demande qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs parmi vous. Pourquoi? Parce qu'ils seront jugés plus que leurs disciples. Pourquoi on demande à ceux qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs parmi vous? C'est ça. C'est ça le problème. Alors, ils doivent être conséquents de leurs actes. Ils nous ont induits en erreur. Vous comprendrez que si nous rentrons derrière l'abbé Malou, abbé de l'église catholique, mais il n'avait pas été candidat pour la présidence de la CENI pour les comptes de l'église catholique. Ce sont les autres qui l'ont soutenu. C'est toujours comme ça avec les crises à la tête de la CENI. C'est ça le problème. Et l'église des réveils est toujours là, orthodoxe. C'est pas moi parmi les 7 confessions qui ont toujours trahi les peuples. Aujourd'hui, Dieu les a trahis. Et voilà. Similaire, vous voulez répondre? Bon, je pense que les problèmes aujourd'hui, avant le mot le plus essentiel que ces regroupements ecclésiastiques est en train de rencontrer, ça provient aussi de l'existence des églises. Par exemple, il est difficile il y a des mots qui gangrènent nos églises, notamment les tribalismes. Comment une église dont on peut dire être en voie d'être guidée par une spiritualité du divin peut contenir à son sein le tribalisme? Comment on peut avoir dans une église, lorsque le pasteur sort, une église qui est née, par exemple, je suis triste de voir à chaque fois qu'on veut chasser quelqu'un de l'église, le pasteur Mukuna est toujours là, pasteur Mukuna était parmi ceux qui ont chassé Sonny Kafuta, et il se retrouve aussi parmi ceux qui veulent chasser Dodo Kamba aujourd'hui. Mais il y a maintenant à se poser la question sur cet homme. Mais quand vous analysez l'homme Mukuna, de par même sa communauté, il a créé une communauté qu'on appelle ACK. À l'ACK, si vous allez, l'ACK c'est une communauté ecclésiastique qui est née à Kinshasa, qui a recruté qui a eu des membres à Kinshasa, qui a élevé le pasteur. Mais allez dans toutes les paroisses de l'ACK. Il n'y a que des Mukendi, des Chipamba, des Mbouyi, des Ilunga, des Mutombo qui sont des pasteurs. Mais moi je me pose la question, comment une église qui est née à Kinshasa peut toujours avoir, lorsqu'il s'agit d'avoir une cellule, c'est seulement un Mukendi ou un Mbouyi? Mais on sait qu'il y a déjà des Bandundu ici. Il y a déjà des Bandundu, il y a des gens de toutes les provinces. Mais comment on n'en arrive pas? C'est le tribalisme dans l'église. Alors, cette manière-là de faire, on amène ça dans la communauté des églises. Par contre, ça paralyse même le bon fonctionnement de cette entité. Le problème est qu'au sein même, il faut même légiférer sur le plan public, sur une loi permettant aussi d'interdire cette excessivité des nominations à caractère tribal, même dans une congrégation religieuse. Parce qu'il est au nom de la cohésion nationale. Il est anormal que dans l'ACK,
Il n'y a même pas des pasteurs qui ont des noms d'ailleurs. Il n'y a que ceux qui sont tous. Mais on ne te comprend pas. On ne comprend pas. Donc, c'est quoi la spiritualité? Il y a maintenant à se poser des questions. Ces hommes ici nous ont tellement menti des années. Ils nous ont tellement roulé des années. Et ils veulent continuer à rouler le peuple. L'église des réveils, quand on dit les réveils, c'est les réveils d'abord citoyens. Oui. L'église qui parle du réveil sont les réveils citoyens. Comment voulez-vous? Il y a la corruption, il y a le détournement, il y a le vol, il y a le tribalisme, il y a la médiocrité, il y a la mort des Congolais. Mais l'église, face à ça, qu'est-ce que l'église dit? Quel est le réveil que cette église suscite? Mis à part être derrière les gens. Non. Déjà, lorsqu'il faut prêcher, au lieu d'aller, les bandundu ici, je n'ai jamais vu un pasteur qui va dans les bandundu délivrer les gens. Toujours en Belgique, en France. Qu'est-ce qui motive aussi les politiques de s'aimer toujours du désordre? Non, les politiques ne s'aiment pas les désordres. Les désordres est dans les églises des réveils parce que les pasteurs de l'église des réveils, ce sont des gens qui aiment la jouissance, qui aiment le matériel, qui aiment la vie de facilité. Et c'est ce qui les rend fragiles face aux politiques qui ont l'argent de l'État, l'argent pour construire les routes et les ponts et les hôpitaux. Ils préfèrent maintenant, comme ils ont besoin d'un outil politique, ils préfèrent maintenant les avoir dans leurs bottes parce qu'ils savent que en donnant l'argent, ils seront là. Mais je tiens à préciser, certains pasteurs qui côtoyaient même l'ancien président Joseph Kabila, beaucoup avaient connu des problèmes avec lui. Il n'appréciait pas ce côté dialogiste de ces pasteurs. Il n'appréciait pas ce côté où il croit qu'il a affaire à un homme de Dieu, mais on se rend compte qu'on a affaire à un homme qui court derrière l'argent. C'est pourquoi beaucoup se sont vus être loin de lui. Pourquoi beaucoup ont préféré rejoindre l'opposition contre lui comme Mukuna. Vous voyez? Donc c'est pour dire tout simplement que il y a des choses que nous devons revoir dans l'existence de l'homme congolais et l'éducation de l'homme, du citoyen congolais par des trois pôles. Le premier pôle, c'est la famille. Le deuxième pôle, c'est l'église. Et le troisième pôle, c'est la société. Mais tous ces pôles-là sont interconnectés. Et le pôle qui gère la société et la famille, c'est l'église. Merci. Donc lorsque l'église ne joue pas son rôle, c'est le pays qui régresse. C'est ça en fait. Et voilà, Ernest, vous voulez répondre aussi? Oui, je voulais rebondir pour dire, en 60, lorsque le Congo devient indépendant, il y avait l'indépendance spirituelle aussi qui devait arriver. Et quand vous lisez les écrits de feu cardinal Malula, il avait beaucoup milité pour l'indépendance de ce peuple sur le plan spirituel, qui devait entraîner aussi le plan moral et social. C'est là même qu'il était toujours en contradiction avec Mobutu, qui jouait le rôle de l'Occident du néocolonialisme. Vous voyez, et Malula était vraiment le premier opposant du régime de Mobutu, parce que Mobutu voulait le néocolonialisme, la continuité de la colonisation avec votre frère noir, mais Malula était pour l'indépendance totale. Alors l'église des réveils aujourd'hui joue aussi ces rôles-là. Quand mon frère parle du réveil citoyen, c'est par rapport à ça. Regardez seulement les comportements de nos frères qui sont dans ces églises-là. En tout cas, je vous dis, moi j'étais étonné, hein, même lorsqu'on faisait des marches ici contre le président Kabila. Vous avez suivi les discours du pasteur de l'église des réveils. Ça, ce n'était pas leur problème. Ouais, c'était pas leur problème. Mais j'étais étonné de voir l'église catholique à militer pour qu'il y ait cette alternance en 2018, malgré tout ce qu'il y a eu et puis ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais vous avez vu, le pasteur des réveils sauter sur le pouvoir de Tshisekedi. Combien de fois ils ont organisé des manifestations au stade des martyrs? Heureusement, l'autre face à la nature qui les avait chassés, il y avait plu de 8h jusqu'à 16h. Parce que la nature était contre ça. On ne peut pas continuer à duper tout un peuple tous les jours. Vous présentez comme homme de Dieu, mais c'est les mensonges qui vous habitent. Là, c'est pas normal. Donc l'église doit jouer son rôle. Toute église qui ne parle pas de social, qui ne dit pas la vérité à ses fidèles, que ce sont les gouvernants, ce sont les politiques qui doivent créer pour vous des emplois, qui doivent construire des hôpitaux pour des soins de santé appropriés, qui doivent construire des écoles pour que vos enfants puissent bien étudier. Ce n'est pas une église. Voilà. Et voilà.
nous tendons vers la fin déjà de cet échange, mais du moins, j'aimerais un peu que nous parlons un mot par rapport à Némouanda Ntsemi. Un mot pour Némouanda Ntsemi, Ernest. Ah, bon, je vous ai dit l'autre fois que je suis vraiment éprouvé parce que c'est... Il fit à l'époque il sera aussi décoré à titre posthume. Bon, si ça, à moins que ça soit une récupération politique. Hein. C'est ça. Ça soit une récupération politique. Je sais que Félix Tshisekedi, comme il n'a rien fait au Congo central, il pourra peut-être sauter sur l'occasion. Mais les Congolais savent que les actes de dernière minute ici ne comptent pas. Ne comptent pas. Vous avez fait souffrir pendant 5 ans et puis à la fin, à 2-3 mois de la fin du mandat, vous commencez à penser qu'est-ce que je dois faire. Même l'histoire de Ouazalindou, on se pose des questions par rapport à tout ça. Parce que je vous ai dit que les partenariats avec son frère Kagame n'était pas fini, donc on peut toujours penser par rapport à ça. C'est une façon de distraire le peuple et de nous amener dans une distraction pour permettre à ce que lorsqu'on passe, on a un mandat et après 2 mois, le M23 reprend le tout, après il reprend le tout et puis tout rentre à la carte de départ. C'est un peu ça, madame. Donc, le peuple est déjà vigilant, le peuple a déjà compris le jeu, c'est tout. Je ne doute pas, comme c'est un régime aussi événementiel, ils vont aussi faire sortir de l'argent dans la caisse de l'État. C'est aussi une façon pour eux de voler, de détourner. Ils vont gonfler les chiffres pour les obsèques, la décoration, ainsi de suite. Donc je ne doute pas qu'ils sautent sur l'occasion. Une pareille occasion. Voilà. Madame, merci. Hein. Avant de parler de Némouanda Ntsemi, je me souviens, je voulais un peu profiter de l'occasion pour penser à Pierre Païpaï. Pierre Païpaï, il est décédé. Il est décédé, ça fait maintenant presque 1 mois ou 2 mois. Oui, 1 mois et demi. Pierre Païpaï, dans les oubliettes, dans les oubliettes et dans le silence total, il n'y a rien d'officiel, pas de tout ça. Ça fait mal parce que Pierre Païpaï a travaillé avec mon papa à Medifar. Medifar qui était une institution. Il était DG. Il fut aussi le gouverneur de la Banque centrale. De la Banque centrale. Avant d'aller à la Banque centrale, il était à Medifar. Il a travaillé avec mon père à la Banque du Zaïre. À la Banque du Zaïre. Et il était à Medifar avec mon papa. Et quand j'ai connu Païpaï, il travaillait avec mon papa. C'était lui d'ailleurs qui avait permis à ce que mon papa soit là. Alors quand j'ai connu l'accident, j'avais connu l'accident de l'œil, j'avais failli perdre l'œil. Et c'est lui qui avait signé, il a demandé à mon papa de m'amener à l'hôpital. On m'a amené en Ngaliema. Pas Ngaliema, à l'époque c'était grand, c'était terrible. Hein. On m'avait soigné comme il faut, tout ça. Et je me disais, c'était vraiment pour moi, je me disais que j'aimerais parler avec lui de mon papa. Parce que lui, il connaissait bien mon papa. Je me disais, je devais le rencontrer. Un jour, je dois le voir. Mais il est parti. Je regrette parce que cette partie... Il était malade? Bon, il est mort, je pense, des questions sanitaires, des questions de santé. Mais je regrette beaucoup. C'est un grand homme du Kivu qui est parti. Je regrette beaucoup, vraiment. Je regrette de ne pas l'avoir vu. Mais concernant Némouanda Ntsemi, c'est une personnalité tellement multiface et tellement compliquée dans son existence. Jusqu'à présent, je n'avais pas totalement je n'avais pas compris un peu ce qu'il voulait sur le plan politique parce que je ne comprenais pas il a quand même fait peur au régime de Kabila. Bon, parce que tu vois, le problème est que... L'homme d'Indika Bombe. Bon, mais c'était des actes insurrectionnels, normalement, donc, dont Dieu nous avait aidé de pouvoir passer cela calmement, et c'est ça s'est dû passer. Mais je pense qu'en tant qu'un citoyen qui vient de disparaître, j'ai saisi l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de Pierre Païpaï, qui est vraiment un papa qui vient de partir. Et je présente aussi mes condoléances à la famille de Némouanda Ntsemi,
Ça, c'est pour le compte de la grande famille des kabylistes, pour permettre il est important que ces obsèques soient dignes aussi. Il est important qu'on évite un peu les récupérations politiques, parce que ça fait un peu honte de la manière dont on est en train de récupérer les choses à la va-vite, comme ça ternit un peu quelque part l'image. Le mot de la fin est qu'il n'y a jamais eu de mot de la fin, parce que nous continuerons toujours à parler. Mais ce qu'il faut dire tout simplement, et que je vous remercie énormément, madame, je remercie cet espace d'expression citoyenne pour nous avoir reçus. Je remercie tous ceux qui ont concouru à ce que cette émission puisse qu'on puisse être en contact avec les téléspectateurs. Je remercie aussi les nombreux soutiens que nous recevons à travers la République démocratique du Congo, de tous les jeunes et citoyens qui sont en train de nous soutenir. Nous disons ceci, notre combat n'est pas lié à Joseph Kabila. Notre combat est lié au bien-être citoyen. Donc nous avons un combat que nous poursuivons, mais qui fait que on s'est rencontré avec Joseph Kabila, qui s'est fait qu'on s'est rencontré avec Joseph Kabila, et c'est pourquoi nous cheminons ensemble dans ce combat-là. Ce n'est pas un combat fanatique, c'est un combat dans l'intérêt et dans le but de bien faire valoir les droits des citoyens congolais. Je pense que nous avons choisi Joseph Kabila parce que c'est le rare politique congolais qui sait au moins regarder derrière soi et regarder devant et avoir l'amour du Congo. Merci. Ernest, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de vous remercier de nous avoir accordé cet espace, comme disait mon co-débatteur, et permettre aux nombreux téléspectateurs de nous suivre et puis d'être informés à temps réel par rapport à toutes les questions d'actualité que nous venons d'évoquer. Et je ne peux que dire aux Congolais d'être mature et puis de bien défendre la patrie à tout moment, et merci à tout le monde. Voilà. Et voilà, Ernest, merci d'être passé. Merci à Henri Similar-Kanda. Merci beaucoup, madame. C'est la fin de cet échange citoyen. Nous avions parlé sur le rôle de l'armée congolaise face à la victoire de Ouazalendo qui remporte sur terrain. Et puis on a essayé aussi de parler sur cette question du désordre qui sévit actuellement au sein de l'église de Réveil, dont Dodo Kamba a été destitué malheureusement ou heureusement, il dit non, il reste et demeure le président de cette grande institution. Merci à Roni Manzila, merci à Laït Moutonge, merci à toi James Nzemboa de mon cœur, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.